Violette Spilbou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes maintenant députée de la majorité présidentielle du Nord, de la 9e circonscription, si je ne me trompe. Le gouvernement est en place et il est déjà critiqué. Notamment, disent certains, il n'est pas vraiment paritaire. Au niveau des ministres de plein rang, 11 hommes, 5 femmes. Est-ce que vous regrettez ce déséquilibre ? Alors moi, je vois d'abord un gouvernement paritaire, 21 femmes, 20 hommes. Je vois aussi des missions qui sont toutes très importantes. Il y a certes l'ordre protocolaire, les ministres délégués, les secrétaires d'État, mais quand on regarde les personnalités qui ont été nommées, on voit bien qu'on a tous les champs importants de la politique française qui sont couverts. Et puis, faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte de féminisation extrêmement fort des responsabilités au sein de notre pays dans les institutions. On a une femme première ministre, on a pour la première fois une femme présidente de l'Assemblée nationale. Moi, j'appartiens au groupe Renaissance de la majorité qui est présidé par Aurore Bergé. Et puis, au sein de l'Assemblée nationale, on a par exemple 5 vice-présidentes femmes sur 6. Exactement. Donc voilà, nous quoi sommes là, nous sommes en fonction. Et puis, je crois que nous saurons montrer aussi avec des personnalités très diverses, comme par exemple au gouvernement, Sarah El Haïry qui reprend la jeunesse, qui est une femme qui porte avec force et conviction les principes de la République, ou avec Madame Firmin Lebaudot, qui vient d'arriver, qui est issue de la société civile et qui va s'occuper du sujet majeur des déserts médicaux. On sait qu'on nous fait confiance. Le gouvernement, en revanche, n'a pas pu s'élargir à d'autres partis de gouvernement. Le président de la République l'a rappelé dès l'ouverture du Conseil des ministres hier. Est-ce à dire que le programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle est de fait caduc ? Pas de majorité présidentielle absolue à l'Assemblée et puis pas de coalition. D'abord, il faut rappeler qu'on a une majorité relative. Certes, c'est une situation inédite, mais on a une majorité. Emmanuel Macron a été réélu à l'élection présidentielle et nous sommes le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il faudra négocier pied à pied et faire des compromis et des concessions. Bien sûr, on a déjà aujourd'hui, et le gouvernement le montre, un élargissement avec Horizon, le Modem et des personnalités qui viennent de la société civile comme François Braun ou Monsieur Combes, qui ont une expérience, une expertise qu'ils vont apporter au gouvernement. Et puis on sait qu'on s'approche plutôt que d'une coalition, d'un fonctionnement assez nouveau qui va être une négociation du compromis texte par texte et qui va nous permettre, nous, à l'Assemblée nationale, d'avoir des discussions très importantes, très régulières, très serrées avec l'ensemble des partenaires de l'arc républicain à l'Assemblée nationale. La priorité écologique recule aussi dans l'ordre protocolaire de ce gouvernement. Est-ce que c'est simplement facial ou est-ce que ça veut dire que compte tenu des difficultés économiques, l'écologie passera après le pouvoir d'achat ? Il faut rappeler quand même que sur l'écologie, on a déjà Agnès Pannier-Runacher qui reste au gouvernement et qui a démontré ses compétences et surtout son efficacité sur les sujets de réindustrialisation pendant la crise économique. Aujourd'hui, elle est déléguée à la transition énergétique et qui arrive avec elle aux côtés de notre Premier ministre, Christophe Béchu. Un maire. Christophe Béchu, un maire. Et moi, je suis très fière qu'on ait un maire qui ait une responsabilité de la transition écologique. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est le maire d'Angers. C'est une ville qui est première ville verte de France, qui a été exemplaire sur la revégétalisation, sur la rénovation énergétique de bâtiments. On a un maire qui non seulement est d'Horizon, un de nos partenaires importants de la majorité présidentielle, et qui sait ce que c'est que d'amener la transition écologique, de faire pas après pas évoluer une population, des quartiers, une ville, pour être plus responsable écologiquement. Donc moi, je suis très confiante sur sa capacité aussi à négocier cette planification sur l'ensemble des territoires. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont renforcés. Est-ce qu'il s'agit d'épauler une première ministre politiquement fragile par 2 super ministres d'État, comme on disait dans le temps ? Alors, je corrigerai juste votre phrase. Il s'agit d'épauler une première ministre forte par 2 ministres très compétents et qui ont fait leurs preuves. Elle n'a pas leur expérience, elle n'a pas 30 ans de vie parlementaire avec des élus qui lui sont dévoués. Elisabeth Borne, elle a les épaules solides. Elle l'a démontré tout au long du dernier quinquennat sur l'ensemble des champs qu'elle a su réformer et transformer. Je pense à la réforme de la SNCF, je pense à la réforme de l'assurance chômage. Elle a à la fois la compétence, l'expertise et le sens politique. Et puis, elle est entourée, effectivement, de Bruno Le Maire qui, sur l'économie, se renforce avec un pôle et des
des personnes très solides autour de lui. Je pense à Olivia Grégoire qui le rejoint sur le tourisme, le commerce. Je pense à Roland Lescure qui a été président de la commission des affaires économiques au dernier mandat et qui aujourd'hui arrive sur l'industrie. Et puis Gérald Darmanin, eh bien, vous le savez, à l'intérieur, et il est encore aujourd'hui à l'intérieur avec un ministère élargi, c'est quelqu'un qui a su mettre des moyens extrêmement importants sur les renforcements de la sécurité dans tous nos quartiers avec les moyens de policiers supplémentaires, de fonctionnement supplémentaire. Et puis c'est celui qui a permis la loi sur le séparatisme. Ce sont des grandes lois qui nous donnent les moyens d'agir et de continuer un travail qui n'est pas terminé sur la sécurité. Damien Abad, lui, est sorti de l'équipe. Il a beaucoup d'amertume. Il dit la présomption d'innocence est une vieillerie foulée aux pieds. Est-ce que vous comprenez sa réaction ? À titre personnel, que lui l'exprime, je n'ai pas à le juger. Mais c'était intenable. Après, on le sait, il a besoin de temps pour préparer sa défense. Il a aujourd'hui 3 plaintes, donc c'est une situation extrêmement sérieuse. Les conditions de sérénité n'étaient plus vraiment réunies pour permettre d'exercer sur un ministère celui des solidarités, donc déponter les sujets d'égalité hommes-femmes et de lutte contre les violences. Et puis, c'est une décision qui est revenue à Madame la Première ministre avec Damien Abad. Aujourd'hui, on est dans une situation, vous savez, où chacun se pose la question entre une rumeur, un témoignage, plusieurs témoignages, une plainte. Ce qu'a rappelé Madame la Première ministre, c'est 2 choses. 1, il est très important que la libération de la parole de la femme se poursuive, se développe. Et on a vu au dernier quinquennat se multiplier par 2 les femmes qui osent passer la porte d'un commissariat. Donc il faut que ça continue. Il faut qu'elles portent plainte parce que nous devons absolument, avec la justice et les enquêtes, factualiser les choses pour permettre les condamnations. Et puis la deuxième chose qu'elle a rappelée, c'est qu'on a changé. Le monde a changé et qu'aujourd'hui, on ne peut plus, quand on est un homme en politique, agir comme ça se faisait il y a 20-30 ans. Vous savez, moi, j'ai commencé à 27 ans en mairie de Lille, dans un monde extrêmement masculin. J'étais chargée de mission au cabinet de Pierre Mauroy. Et on avait des pratiques comme celles que décrivent aujourd'hui certaines personnes. Des pratiques de messages très insistants, très lourds. On disait parfois une main aux fesses. Nous, on est très nombreuses à avoir vécu tout ça. Sauf qu'à l'époque, effectivement, on ne dénonçait pas ces faits. C'était une espèce de statu quo, une espèce d'acceptation, de fatalisme de cette inégalité qui était renforcée, ce sexisme en politique. Et moi, en mars dernier, au moment des élections municipales, j'ai été sollicitée par un collectif d'élus, on a été des centaines à signer une tribune halte au sexisme en politique parce qu'on veut que ces pratiques s'arrêtent. Et le monde a changé et je suis convaincue que les élus aujourd'hui, femmes et hommes, seront très attentifs au respect mutuel des fonctions et des compétences de chacun dans la sphère politique. Alors dans le fonctionnement maintenant politique, tout va se jouer à l'Assemblée, puisqu'il y a une majorité relative. Il faudra trouver des compromis. Vous, député, comment vous voyez votre rôle ? Il va falloir être là 24 heures sur 24 pour éviter les coups tordus de l'opposition ? Je vois mon rôle d'abord comme un rôle de responsabilité et de sérieux, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'hémicycle au maximum en fonction des réunions de commission, des contraintes en circonscription, et d'être présent pour être là pour le débat et pour être là pour les votes. Ça, c'est la première chose, et c'est quelque chose dont on a discuté avec Aurore Berger et notre nouveau groupe Renaissance. Pas un soldat ne doit manquer, quoi, donc. On sait qu'il y aura forcément un roulement parce qu'il y a une réalité de la vie quotidienne des députés. Alors ça, moi, je vais le découvrir puisque je suis nouvelle députée, mais je comprends qu'on ne peut pas non plus être nuit et jour parce qu'il y a aussi le fonctionnement des commissions. Donc le rapport, l'équilibre entre l'hémicycle et les commissions, les missions d'information, les auditions, est parfois difficile à exercer pour un député qui doit aussi être présent dans sa circonscription. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit être là au moment des votes importants. On doit être là aussi dans tous les moments informels de discussion, de négociation ou des moments formels. On va avoir beaucoup de réunions transversales. Il y a un nouveau fonctionnement de l'Assemblée à imaginer, certainement des groupes de travail. Si moi, je veux travailler, par exemple, au sein de la commission affaires culturelles sur le harcèlement scolaire, je vais travailler sur la base du projet de loi et de la loi qui a été votée par Erwan Balanant, qui a été proposée par Erwan Balanant au dernier quinquennat. Et si on veut poursuivre, eh bien, on va devoir se mettre sur la table, autour de la table avec plusieurs députés de différentes sensibilités et puis faire des avancées avec des compromis. Donc ça va dépendre aussi de nos capacités à s'écouter, à se parler et à faire des pas l'un vers l'autre. Mais vous aurez face à vous les députés de la France Insoumise. On a bien compris qu'ils veulent mener une guérilla parlementaire, ne faire aucun cadeau. Comment les contrer ?
On l'a vu effectivement là avec leur sujet de motion de censure, ils commencent déjà à vouloir exprimer un blocage systématique. On peut que le regretter parce que c'est dommage finalement de vouloir déjà bloquer un fonctionnement avant même d'avoir écouté, avant même d'avoir commencé à travailler ensemble. C'est leur fonctionnement, ça sera à nous qui avons une majorité relative d'aller chercher texte par texte des voix, un consensus, un compromis sur des sujets où on pourra aller soit vers la droite, soit vers la gauche en fonction du sujet. Et moi, je suis assez confiante. Vous savez, Aurore Berger l'a dit, on a pendant quelques semaines moins de députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, étant donné qu'il y a eu des nominations de ministres. Et les suppléants doivent attendre un mois avant de pouvoir siéger. On va devoir attendre le 4 août pour être au complet. Donc, on prend effectivement un risque supplémentaire sur les votes. Mais une majorité relative, c'est un vrai travail d'aller chercher du consensus sur les projets. Ce consensus, ce travail, vous attendez demain dans le discours d'Elisabeth Borne une méthode pour l'appliquer ou vous attendez simplement une liste de courses, une liste de priorités rédigée par la Première ministre ? D'abord, ça va être une liste de priorités, vous avez raison, mais ce sera quelque chose qui sera issu des semaines d'écoute et de négociation qu'elle a eues avec l'ensemble des partis et des forces politiques. Le président de la République a reçu les présidents de groupe, la Première ministre également. Ils ont pris ce temps et nous avons demain un discours très attendu parce que nos présidents de groupe vont pouvoir y réagir sur le fond. Donc, on va bien sûr parler du pouvoir d'achat, de la grande ligne sur les 5 années à venir des politiques que nous voulons mener, et tout cela sera basé sur le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Chez vous, dans le Nord, le pouvoir d'achat, c'est d'abord l'alimentaire, c'est d'abord l'essence. Qu'est-ce que vous disent vos électeurs ? Je dirais que l'essence, le carburant est très important dans le Nord. Bien sûr, on a les transports en commun, les TER, les TGV qui parcourent toute notre région, mais on sait qu'on a beaucoup de travailleurs, notamment, qui ont besoin de la voiture, que ce soit un infirmier libéral à mi-temps, quelqu'un qui est commercial pour des hôtels-restaurants et qui doit faire le tour de notre département ou de notre région, il a absolument besoin de sa voiture pour travailler. Donc, les mesures sur le carburant vont être importantes, très importantes, et elles sont encore en réflexion, puisque, par exemple, on avait pu imaginer avoir une aide particulière, comme l'a dit Bruno Le Maire, pour des gros rouleurs, des personnes qui font plus de 12 000 km par an, et il y a une réflexion en cours. Peut-être qu'on va abaisser ce seuil, parce que l'infirmier à mi-temps, qui donc n'est pas tout le temps sur les routes, mais qui a de petits revenus, eh bien, il a besoin aussi de cette aide financière sur le carburant, au-delà des 18 centimes qui ont déjà été accordés et de la remise de Total. À propos de transport, vous avez occupé une haute fonction à la SNCF, au service de la clientèle. La grève de demain vous semble-t-elle légitime, alors qu'on approche des départs en vacances ? Alors, je ne m'exprimerai pas au nom de la SNCF, puisque, comme vous le savez, j'ai suspendu mon contrat de travail et aujourd'hui, je m'exprime comme député. Une grève, d'abord, c'est un droit, donc ce sont des salariés. J'en rencontrais un ce matin, je suis arrivée hier soir, c'était tard hier soir, il était presque minuit, j'ai pris le dernier train et j'ai rencontré un syndicaliste de la CGT avec qui j'ai discuté assez longtemps, à la fois de ce qui se passait dans le pays et de la grève de demain. On a le droit de revendiquer pour ses conditions de travail, pour ses salaires. Après, SNCF est une grande entreprise publique qui fait un travail exceptionnel de transformation depuis la réforme et d'adaptation au marché et à la concurrence, y compris que ce soit pour les TGV ou les TER. Et à un moment, ça bouscule à la fois les habitudes, ça crée une inquiétude sur la sécurité de l'emploi, sur les salaires. Et donc, à un moment, ça s'exprime, c'est tout à fait normal. Il faudra que ça soit limité parce qu'on a tous peur, au moment des grands départs en vacances, d'être pris en otage pour ces familles qui veulent partir en vacances. Les conflits sociaux, ça va compléter ce paysage politique dans les mois qui viennent, on le voit bien. C'est parfois le mécontentement qui s'exprime dans la rue. Nous, ce qu'on souhaite, c'est finalement le débat se fasse à l'Assemblée nationale. On a là la chance d'avoir la représentativité de toutes les forces politiques du pays à l'Assemblée nationale. On va avoir de vrais débats sur chacun des sujets qui intéressent le quotidien des Français. Donc, je l'espère, ça sera moins dans la rue et plus dans le débat politique. Violette Spilbou, merci, bonne journée.